La crise environnementale dont nous ressentons de plus en plus les effets est due à l'activité humaine et au système économique actuel. C'est que, selon le journaliste français Hervé Kempf, cette économie basée sur la croissance ne profite vraiment qu'à une minorité de gens très riches. Une minorité qui contrôle les leviers du pouvoir et qui gaspille les ressources de la planète en encourageant la surconsommation. Geneviève Asselin et André Gariepi ont rencontré l'auteur de « Comment les riches détruisent la planète ». Selon le spécialiste en environnement du quotidien Le Monde, la planète vit une crise écologique sans précédent. Et nous avons à peine 10 ans pour changer de cap. Ce n'est pas une prophète de malheur, c'est malheureusement une sorte de photographie de la réalité, c'est dire ce qui se passe. Si on laisse la situation se dérégler, se dégrader, comme on est en train de le faire depuis maintenant une cinquantaine ou une centaine d'années, on va effectivement dans un mur, on va dans des situations extrêmement graves, qui d'ailleurs, à mon avis, ne mettront pas en cause l'existence de l'espèce humaine, mais au moins ces conditions d'une vie humaine. On pourrait aller vers un délabrement total de toutes les sociétés et des conditions de vie inimaginablement dures. Donc c'est ça qui est en jeu. Car ce dérèglement de la planète, Hervé Kempf l'associe à un autre phénomène historique. L'accroissement des inégalités entre pays du Nord et du Sud, mais aussi entre riches et pauvres au sein des sociétés occidentales. Il attribue cet accroissement au comportement d'une classe dirigeante de gens extrêmement riches, qui valorisent la croissance économique à tout prix et poussent à la surconsommation. On a une inégalité qui a énormément cru et où effectivement s'est constituée une classe dirigeante, une couche dirigeante. Moi j'ai envie d'appeler ça une oligarchie, c'est-à-dire un groupe relativement restreint de gens qui a la majorité des pouvoirs et qui vit entre elles sans plus se préoccuper de ce que pensent les autres et qui a un effet effectivement nuisible parce qu'ils accumulent les privilèges et les ressources. Ils ne veulent pas les partager. Ils détiennent les leviers de pouvoir et ils sont extrêmement conservateurs. Donc ils nous empêchent d'évoluer. Et puis troisième chose, rapidement, ils répandent un modèle de surconsommation matérielle qui est extrêmement nuisible. Et vous dites que cette classe dirigeante, cette oligarchie, mise sur une idéologie dominante qui veut que la croissance égale réduction de la pauvreté, réduction de l'inégalité. Vous dites c'est faux. Ça enrichit l'ensemble de la société à condition qu'on ne compte pas les effets environnementaux de la croissance. C'est-à-dire le PIB est un instrument biaisé de mesurer l'évolution de l'économie. C'est-à-dire qu'il ne mesure tout simplement pas les dégâts sur l'écologie. On est exactement dans la situation d'une entreprise qui regarderait l'évolution de son chiffre d'affaires, mais qui ne compterait pas l'amortissement de ses équipements. Et donc dans ce cas-là, on a l'impression d'être très riche, d'être très prospère. Ce qu'on ne voit pas, c'est qu'on est en train de saccager la base même de la production dans laquelle on est. Il y a une autre chose sur la croissance, c'est que d'abord, est-ce que ça crée de l'emploi ? C'est de moins en moins sûr. Il y a une étude très importante du Bureau international du travail qui est sortie il y a 2 ou 3 mois et qui a montré que alors que la croissance dans le monde était de l'ordre de 5,5%, une croissance quand même très élevée, le taux de chômage ne diminuait pas. Tout à fait. Important. Et il y a une troisième chose qu'il faut dire, c'est que la croissance fonctionne en fait pour empêcher de remettre en cause la répartition des revenus. C'est-à-dire s'il y a 3% de croissance par exemple, vous allez pouvoir augmenter de 1% le revenu des personnes en bas de l'échelle, donc ils vont dire ah ben quand même les choses s'améliorent, etc. Mais ça permet de ne pas toucher à la répartition des revenus, au fait qu'il y a 1% des gens en haut ou 20% qui possèdent une très grande part de la richesse collective. Et qui gaspillent les ressources naturelles. Et qui gaspillent les ressources naturelles et qui nous disent il faut faire de la croissance, il faut faire de la croissance, alors que la croissance abîme effectivement la biosphère dans laquelle nous sommes et dont on a besoin pour assurer une société viable et humaine dans l'avenir. Les solutions à la crise environnementale passent donc nécessairement par une réduction des privilèges des riches et de la consommation. Première chose, bien identifier notre maladie. La maladie de nos sociétés à l'heure actuelle, c'est d'avoir cette double crise écologique et cette crise d'inégalité et d'injustice sociale. Après, comment on agit ? On ne va pas le faire d'un coup de main comme ça. Ça va prendre du temps, mais on peut se dire déjà jouer sur la politique fiscale, qui est un levier de la politique publique extrêmement important. Alors quoi, taxer la consommation ? Taxer les hyper riches. Depuis 10 à 15 ans, dans tous les pays, en Allemagne, en France, aux États-Unis, au Canada, au Japon, la fiscalité sur les riches et sur les entreprises a diminué. C'est quand même extraordinaire, alors qu'ils sont de plus en plus riches. Donc renverser les choses, détaxer l'écologie, détaxer le travail et retaxer effectivement les surconsommations et retaxer les hyper riches. Lancer par exemple l'idée d'un revenu maximal acceptable. Est-ce qu'il est normal que des gens gagnent 150 ou 200 fois plus que le salaire moyen ? Est-ce qu'il y a des gens qui valent humainement 200 fois plus que quelqu'un d'autre ? Non.
Donc on pourrait dire, on n'admet pas une différence, par exemple, 40 ou 30 fois plus. C'est déjà pas mal quand même. Et puis, la lutte contre les paradis fiscaux. Il y a à peu près 1500 milliards de dollars qui sont planqués, il n'y a pas d'autre mot, excusez-moi, c'est de la fraude fiscale, aux Caraïbes, au Luxembourg. Aux Bahamas. Mais aux Bahamas, cet argent qu'il revienne dans la société, qu'il revienne être utile à tout le monde. Et dernier point, je ne veux pas prendre trop de temps, mais aussi, on n'est pas là dans un univers de contraintes, c'est aussi permettre de dégager des ressources pour faire des politiques sociales, pour faire des politiques écologiques, pour faire des politiques de transport, pour faire des politiques d'efficacité énergétique. Hervé Kempf reconnaît que la société de consommation ne changera pas du jour au lendemain. Il voit toutefois des signes encourageants, même parmi les privilégiés à qui elle profite. This is Patagonia, 75 years ago, and the same glacier today. Par exemple, Al Gore, qui est un pur représentant de cette oligarchie, fils de sénateur, quelqu'un de très riche, de très respectable. Moi, j'ai beaucoup d'estime et même d'admiration pour cet homme. Mais à la fin de son film, ou dans sa parole, quand il parle, il ne va pas jusqu'au point de dire « Écoutez, mes chers amis, il faudrait qu'on change un peu l'American way of life, qu'on change un peu notre consommation matérielle. » Donc, il faut qu'elle soit capable, cette partie intelligente de l'oligarchie, qui peut être plus grande d'ailleurs, elle n'est pas encore au point où elle est capable de dire « Bon, écoutez, c'est vrai, il y a un problème, on change la répartition des revenus, on change la pression et la consommation matérielle. » Elle est prête, mais elle n'est pas encore au point de le faire. Et en dépit du gaspillage et de la dégradation de l'environnement, l'auteur garde confiance dans l'humanité. Si on laisse se délabrer l'écologie au point où nous en sommes, et si on laisse le tissu social se délabrer comme il est en train de se faire, on risque, je le crains, de vivre des chocs qui prendront des formes différentes, mais qui auront une gravité aussi grave. Donc évitons-le. Et pourquoi je suis optimiste, votre troisième question, je suis totalement optimiste, parce qu'on est là en train d'en discuter, de réfléchir, qu'il y a des gens qui nous écoutent, que partout ailleurs, il y a des gens qui écrivent aussi d'autres livres, d'autres qui font de l'action, et que ces idées-là, elles sont en train de se faire, et qu'on est tous en train de se dire, mais attends, on ne peut pas continuer comme ça, on va dans le mur. Et je pense qu'il y a une intelligence collective qui va se faire. Alors effectivement, l'oligarchie, elle va résister. Bon, il va y avoir des bagarres politiques, des bagarres d'idées, mais je pense que je suis optimiste parce que je pense qu'il y a ce qui s'appelle l'intelligence collective et puis l'humanité, elle veut aller quand même dans le bon sens. Hervé Kempf, espérons que vous avez raison. Merci.